Webinaire consacré au thème du handicap et de la retraite, au cours duquel nous verrons les différentes situations qui peuvent impacter votre capacité à travailler et donc votre retraite. Alors nous allons commencer par les présentations. Je suis Valérie Pailleux, directrice épargne retraite individuelle chez Groupama Ganvi et j'ai le grand plaisir d'être accompagnée aujourd'hui par Joëlle Nascimento, directrice éditoriale de Sapiendo, notre partenaire spécialiste de la retraite. Bonjour Noël. Bonjour Valérie. Alors, au programme de cette rencontre, donc nous allons dans un premier temps aborder les différentes situations de handicap, d'invalidité, d'inaptitude ou encore d'incapacité pour identifier finalement leur impact sur la retraite. Dans un second temps, nous aborderons la question très importante du rôle des aidants. Comment, lorsque l'on accompagne une personne en situation de handicap ou de dépendance, eh bien, on peut limiter l'impact sur sa propre retraite. Dans un troisième temps, donc, je vous présenterai les différents dispositifs d'accompagnement proposés par Groupama. Et enfin, nous terminerons par un temps de questions-réponses. Donc, surtout, n'hésitez pas à noter toutes vos questions tout au long de cette présentation. Alors, vous êtes très, très nombreux à être inscrits aujourd'hui, plus de 2500 personnes inscrites, ce qui montre l'intérêt pour ce sujet. Voilà, donc nous ferons tout notre possible pour répondre au maximum de questions dans le temps imparti. Nous allons donc pouvoir démarrer. Joëlle, donc merci d'abord, un grand merci d'être avec nous pour aborder ce sujet aussi important que complexe. Nous le verrons. Et donc ma première question sera très simple, Joëlle. Comment bien différencier les situations de handicap, d'incapacité, d'inaptitude et d'invalidité? En effet, tous ces vocables englobent une capacité réduite à travailler. Néanmoins, du point de vue de la retraite, finalement, elle recouvre aussi des situations très différentes. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'être avec vous, effectivement, pour aborder ce sujet délicat et important et effectivement, malheureusement, encore un peu trop complexe. Alors effectivement, Valérie, vous avez raison. Il n'est pas facile de distinguer les situations d'invalidité, d'inaptitude, d'incapacité permanente et d'handicap au sens pur. Et effectivement, ces notions, d'ailleurs, ont souvent des définitions qui vont différer selon qu'on se place du point de vue du droit du travail, du droit de la sécurité sociale ou du point de vue du droit de la retraite. Alors évidemment, lors de ce webinaire, on va aborder la question sous l'angle de l'impact sur la retraite et donc je vais traiter essentiellement de ce type de situation. Alors, on a quand même quelques critères qui vont nous permettre de distinguer ces situations. Le premier critère, c'est l'origine de l'incapacité. Est-ce que c'est une incapacité d'origine professionnelle ou non professionnelle? Le deuxième critère va tenir au niveau de cette incapacité qui est souvent exprimée en pourcentage. Troisième critère encore, ça va être la nature de l'incapacité. Est-ce qu'elle est définitive, temporaire? Ça va également nous aider à distinguer ces situations. Et parfois, eh bien, le type d'aide auquel on est éligible nous aide également à classer ces différentes situations. Alors, le premier critère que j'ai indiqué, professionnel, non professionnel, ça c'est, je dirais, assez simple à comprendre. Lorsque l'incapacité est due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, on est dans le cadre de ce qu'on appelle une incapacité permanente. En revanche, quand cette incapacité est d'une autre origine que professionnelle, donc une origine plutôt personnelle, eh bien là, ça va recouvrir les notions de handicap, d'invalidité et d'inaptitude. C'est très clair. Alors, je vous propose de commencer par l'incapacité permanente d'origine professionnelle. Donc, en quoi cela consiste-t-il exactement? Alors, effectivement, on a vu que cette incapacité permanente venait à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui va donc affecter notre capacité physique ou mentale à travailler. Attention, ça ne prend pas en compte les accidents de trajet. Une précision importante. Précision importante. Ensuite, effectivement, elle peut donner le droit à une rente viagère. Une rente viagère, ça veut dire une rente qui vous est acquise tout au long de votre vie,
et qui va vous être octroyé soit par la caisse primaire d'assurance maladie, soit par la mutualité sociale agricole, hein, la MSA, et qui va être destiné à compenser éventuellement une perte de revenus que vous pourriez avoir à la suite de cette incapacité. Merci. Alors, pouvez-vous maintenant nous définir les situations de handicap, d'invalidité et d'inaptitude qui sont donc d'origine non professionnelle, si j'ai bien suivi? C'est tout à fait ça, Valérie. Et effectivement, là, ça se complique un petit peu parce que vous allez voir que ces notions peuvent, par certains aspects, paraître assez proches. Il faut d'ailleurs savoir que parfois, on va naviguer entre ces situations, hein. On va avoir une première qualification, puis une seconde, Oui. puis éventuellement une troisième. Alors, quand on parle de handicap sur le plan du droit à la retraite, ça suppose que ça soit une situation reconnue soit par la sécurité sociale, soit par la MDPH, et que ça entraîne une incapacité au moins de l'ordre de 50%. Cette incapacité, elle va être permanente. On sait qu'effectivement, votre problème ne va pas s'améliorer, hein. Et vous pouvez avoir le droit, dans ce cas-là, à ce qu'on appelle l'allocation d'adulte handicapé, sous certaines conditions, puisqu'on n'aime jamais faire les choses simplement. L'invalidité, quant à elle, c'est aussi attribué par la sécurité sociale et c'est une incapacité qui intervient à la suite d'une maladie ou d'un accident et qui va entraîner, elle, une incapacité de travail des 2/3. Et elle peut être définitive ou temporaire. Donc là, on voit une première différence avec le handicap qui correspond à une incapacité définitive. Dans l'invalidité, ça peut être temporaire. Et elle peut vous donner le droit à une pension d'invalidité si notamment elle est de catégorie 2 ou 3. Hein, je vous expliquerai peut-être un peu plus tard à quoi ça correspond. Et enfin, on a l'inaptitude. Alors l'inaptitude, ça va être reconnu par le médecin du travail. C'est vraiment ça sa spécificité. Tout à l'heure, on a vu que c'était la sécurité sociale. Là, c'est le médecin du travail qui va en fait constater que vous n'êtes plus apte à exercer votre poste, hein. Ça ne veut pas dire que vous avez une incapacité totale à travailler, mais en tout cas, votre situation de santé pose un problème pour exercer votre poste. Elle peut être totale ou partielle et elle peut être également temporaire ou définitive. Et là, en fait, les conséquences sont que votre employeur devra trouver une solution, soit pour aménager votre poste, je ne sais pas, changer une chaise pour qu'effectivement, si vous avez des problèmes de dos, pour qu'effectivement votre activité soit possible, soit un reclassement. Imaginons que vous soyez dans un poste qui demande d'apporter des charges, et bien peut-être qu'on vous trouvera un poste administratif où vous n'avez plus de charges à porter. Et malheureusement, quand ni le reclassement ni l'aménagement de poste n'est possible, ça peut conduire à un licenciement. Merci beaucoup, Joël. Alors, maintenant que nous avons défini ces différentes notions, pouvez-vous nous expliquer quels sont leurs impacts sur la retraite? Alors évidemment, hein, c'est ça qui va surtout vous intéresser parce que j'imagine que vous êtes peut-être reconnu dans une des situations que nous avons mentionnées. Eh bien là, on va distinguer deux catégories d'impact. L'impact éventuel sur le calcul de votre retraite et puis un impact sur votre âge de départ, puisque toutes ces situations peuvent vous permettre de partir plus tôt à la retraite, évidemment sous condition. D'accord. Alors, si nous commençons à nouveau par l'incapacité permanente d'origine professionnelle, pouvez-vous nous préciser justement les effets sur la retraite? Alors, on a vu tout à l'heure que les rentes pour incapacité permanente, elles étaient viagères. Mhm. Donc, vous les gardez jusqu'à la fin de votre vie et elles donc vont pouvoir se cumuler avec votre pension de retraite. Ces rentes, en revanche, n'auront aucune incidence sur le calcul de votre retraite. Elles ne seront pas prises en compte dans votre salaire annuel de référence. Elles ne génèrent pas de trimestre ni de droit de retraite complémentaire. Donc, vous allez pouvoir les cumuler. C'est surtout ça qu'il faut retenir avec la pension de retraite. Ensuite, du point de vue du départ anticipé, là encore, il faut distinguer deux situations.
J'aimerais que ce soit plus simple, mais C'est pas simple, hein, c'est ce qu'on retient. voilà, c'est ça. Et là, on va retomber sur le critère du niveau d'incapacité. D'accord. Donc, si votre niveau d'incapacité est compris entre 10 et 19%, eh ben, vous pourrez peut-être partir 2 ans avant l'âge légal. Donc, ça veut dire quoi? Si votre âge légal elle est de 63 ans, ben, vous pourriez partir à partir de 61 ans. Mais évidemment, il faut remplir des conditions. Et notamment, il faut qu'effectivement les séquelles que vous avez, donc on a vu qu'elles étaient suite à une maladie professionnelle ou un accident de travail, mais il faut qu'elles soient en lien avec l'exposition à des facteurs de risque ou facteurs de pénibilité. Vous savez, ces facteurs, effectivement, qu'on prend en compte notamment pour générer des points Mmh. de pénibilité. Donc, c'est quand on travaille dans des univers bruyants, qu'on travaille de nuit, sur des environnements soumis à l'hyperbare, enfin des situations assez précises. Et donc, il faut qu'effectivement 17 ans d'exposition à ces facteurs. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce type de départ anticipé a longtemps été appelé le départ anticipé pour pénibilité. Donc ça, c'est la première catégorie, taux d'incapacité entre 10 et 19. Mais si vous avez un taux d'incapacité égal ou supérieur à 20%, c'est différent. Dans ce cas-là, si votre incapacité est due à une maladie professionnelle, eh bien, vous pourrez prétendre automatiquement au départ anticipé. Et ce départ anticipé, il est à partir de 60 ans. Donc, si on reprend votre âge légal à 63 ans qu'on citait tout à l'heure, eh bien, vous pourrez partir non pas à 63, mais à 60. Mais si votre âge légal est à 64, ben, vous pourrez partir à partir de 60. Donc, ça peut être jusqu'à 4 ans avant l'âge légal. Donc, je vous disais, maladie professionnelle, c'est facile, c'est automatique. Mmh. En revanche, si c'est à la suite d'un accident du travail, on va encore vous demander une petite chose. Il va falloir vérifier ce qu'on appelle l'identité de lésion. Ça veut dire qu'en fait, on va vérifier que votre incapacité répond bien à des critères qui sont fixés par arrêté. Et à ce moment-là, ce sera possible. En effet, c'est très, très compliqué. Mais votre exposé est extrêmement clair. Alors j'ai quand même une question, bonus. Qu'en est-il des travailleurs indépendants qui nous écoutent peut-être, aujourd'hui? Peuvent-ils aussi, disposer, de ces possibilités? Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, ces règles-là peuvent varier selon les statuts, Mmh. hein, et les caisses de retraite. Par exemple, sur le handicap, quasiment toutes les caisses de retraite, quel que soit le statut, ont prévu cette situation, mais la situation peut être légèrement différente si on est fonctionnaire ou si on est salarié. Pour ce qui concerne l'incapacité permanente, les travailleurs indépendants ne cotisent pas obligatoirement pour les accidents du travail et les maladies professionnelles. Donc, de ce fait-là, ils n'ont pas accès à ces dispositifs. On ne peut que leur conseiller, hein, donc je peux que vous conseiller, si vous êtes touché par cette situation, à faire une adhésion volontaire. Donc, vous pouvez adhérer volontairement à l'assurance AT-MP, hein, c'est effectivement les initiales d'accident du travail et maladie professionnelle. Et vraiment, c'est très utile, notamment si vous avez des activités où vous êtes à risque. Mmh. Oui, c'est en effet, très important de l'avoir, en tête, hein, pour les indépendants, et de Tout et à de fait. prévoir. Alors, parlons maintenant du handicap, tel que défini en matière de droit à la retraite. Quelles sont les règles applicables? Donc, on a vu tout à l'heure qu'effectivement, en tant que travailleur handicapé, vous pourriez avoir le droit à l'allocation adulte handicapé. Cette allocation ne vous permet pas d'acquérir des droits à la retraite et elle n'est pas non plus prise en compte pour le calcul du salaire de référence, le fameux SAM. Toutefois, si au moment où vous demandez votre retraite, vous n'avez pas tous vos trimestres pour le taux plein, hein, vous savez qu'on doit tous avoir une certaine durée d'assurance pour avoir la retraite calculée au taux maximum. Et ben, si vous n'avez pas ces trimestres, eh bien, vous pourrez prétendre à une majoration. Je vous fais l'économie de la formule du calcul du coefficient de majoration qui est un peu complexe. Il faut juste retenir que ça va dépendre du nombre de trimestres que vous avez cotisé en tant que travailleur handicapé. Ensuite, vous allez, comme pour le cas de l'incapacité permanente, pouvoir être éligible à un départ anticipé, donc un départ avant l'âge légal. Et ici, c'est possible à partir de 55 ans.
Mais attention, là encore, on va vous demander des conditions très précises, notamment en termes de nombre de trimestres cotisés en tant que travailleur en situation de handicap. Et donc, en fonction de votre situation, ça va varier. Alors, on vous a mis un petit tableau, hein, alors c'est un peu petit, mais vous le retrouvez assez facilement sur les différents sites internet, hein, où en fonction de votre année de naissance et en fonction de l'âge auquel vous pouvez prétendre à partir, vous verrez le nombre de trimestres cotisés en tant que travailleur en situation de handicap qui sont nécessaires. Merci Joël. Alors pour les situations cette fois-ci d'invalidité, comment cela fonctionne-t-il? Alors, en cas d'invalidité, chaque 90 jours d'invalidité vous permet de valider un trimestre retraite. Vous allez également valider des points de retraite complémentaire. Tous ces éléments, en fait, ne seront pas pris en compte pour le calcul du salaire annuel de référence, hein. C'est-à-dire que si vous touchez une pension d'invalidité, elle ne rentrera pas dans le calcul de vos 25 meilleures années, vous savez, si on est salarié. Là encore, possibilité de départ anticipé, donc 2 ans avant l'âge légal, hein. Donc, si votre âge légal est de 64, ce sera 62, par exemple. Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous touchez votre pension d'invalidité et que vous arrivez à 2 ans de votre âge légal de départ, on va remplacer votre pension d'invalidité par la pension de retraite. Parfois, c'est moins intéressant et donc, n'hésitez pas à vous manifester si vous souhaitez continuer à travailler. Parce que c'est tout à fait possible, mais il faut en faire la demande et ça peut parfois être intéressant parce que si vous travaillez plus longtemps, vous allez valider plus de trimestres et plus de points de retraite complémentaire. Donc, sachez que c'est une possibilité, mais pas une obligation. Très bien. Alors enfin, qu'en est-il des situations d'inaptitude? Alors, on a vu tout à l'heure que l'inaptitude n'entraînait pas forcément une incapacité totale à travailler, hein, puisque en fait, c'est lié au poste que vous exercez. Donc, s'il y a une situation de reclassement ou d'aménagement de poste, à ce moment-là, vous allez continuer à travailler, donc vous allez continuer à valider des points et des trimestres. Et je dirais rien de particulier du point de vue de la retraite. En revanche, si malheureusement, on n'a pas trouvé de solution d'aménagement de poste ou de reclassement, à ce moment-là, ça peut amener un licenciement. Il faut quand même que vous sachiez que le chômage indemnisé génère des droits à la retraite de manière très satisfaisante, tant du point de vue des trimestres que des points de retraite complémentaires, hein, parce que c'est basé sur vos derniers revenus, donc il n'y a pas véritablement de perte de droits, et que en plus, c'est le cas du chômage indemnisé, mais parfois de certaines périodes même de chômage non indemnisé. Et ensuite, il existe également des règles particulières de chômage pour les seniors. Pardon, je ne rentrerai pas dans le détail, mais si effectivement vous avez plus de 55, 56 ou 57 ans, regardez bien parce que vous bénéficiez d'une meilleure couverture que effectivement les personnes plus jeunes. Là encore, c'est pareil. Ça peut aussi vous donner le droit à un départ anticipé à partir de 62 ans. Et il faut qu'effectivement ce soit acté par le médecin conseil de votre caisse de retraite qui va vérifier un certain nombre d'éléments. Alors, dans un certain nombre de situations, ça vous sera accordé par défaut. C'est le cas si vous touchez l'AAH ou une rente d'invalidité. Vous voyez du coup là que les notions se recoupent. Mais sinon, il va falloir constater un taux d'incapacité d'au moins 50%. Très bien. Merci beaucoup, Joël. Donc pour résumer, on voit, hein, c'est la conclusion que ces situations sont extrêmement complexes, et qu'il peut être utile, de vous faire accompagner. Alors, je vous propose, maintenant de passer à la deuxième partie, de ce webinaire consacré à la situation des aidants. Car lorsque vous accompagnez, hein, une personne en situation de handicap, ou de dépendance, cela peut aussi avoir des conséquences sur votre, retraite.
Existe-t-il, Joël, des dispositifs justement pour limiter ces impacts sur la retraite des aidants? Effectivement, Valérie, ce sont des situations de plus en plus courantes, notamment avec l'allongement de l'espérance de vie. On a malheureusement effectivement certains de nos seniors qui se retrouvent dans des situations de dépendance. Donc effectivement, ces situations ont tendance à se multiplier. Effectivement, il y a quand même un certain nombre de dispositifs qui existent. Là encore, pour simplifier les choses, je vous propose de distinguer 2 types de situations. Les parents d'enfants en situation de handicap, qui sont souvent amenés à revoir leur temps de travail, voire à arrêter de travailler, et ça peut donc avoir effectivement des conséquences assez importantes sur les droits à la retraite. Et puis la deuxième situation, c'est plutôt les aidants d'un adulte. Alors, soit effectivement, comme je disais tout à l'heure, d'une personne qui va se retrouver en perte d'autonomie plutôt effectivement en fin de vie, ou alors tout simplement aussi un conjoint qui est malade, qui a une maladie grave, qu'on souhaite accompagner. Ça peut aussi rentrer dans ce type de situation. Existe-t-il, des dispositifs équivalents pour les aidants, cette fois-ci, d'adultes, en situation de Alors, handicap? je vais revenir juste sur les parents d'enfants handicapés. On a 2 mesures principales. La première mesure, c'est que ça vous donne le droit à des trimestres supplémentaires. Alors, quand vous êtes parent d'un enfant, vous avez, enfin en tout cas maman d'un enfant, vous avez le droit à des trimestres enfants. Alors ça, c'est un sujet qu'on connaît assez bien. On a en général le droit à 2 fois 4 trimestres pour chaque enfant. Mais là, si votre enfant en plus est en situation d'handicap, eh bien, vous allez pouvoir avoir le droit à des trimestres en plus de ces trimestres-là. Et donc, vous allez avoir le droit à un trimestre pour toutes les périodes de 30 mois d'éducation. Il faut évidemment que l'enfant soit en situation de handicap avec un niveau d'incapacité assez élevé, puisque le niveau d'incapacité demandé est de 80%. Et vous pouvez avoir jusqu'à 8 trimestres maximum. Donc, c'est bien, mais c'est vrai que c'est souvent pas suffisant. Par ailleurs, l'autre élément qui est intéressant, c'est que quand vous n'avez pas tous vos trimestres à l'âge légal, on a ce qu'on appelle un âge du taux plein automatique. C'est-à-dire, par défaut, si à 67 ans, vous n'avez pas tous vos trimestres, votre retraite sera quand même calculée avec le taux maximum. Et ben, pour les parents d'enfants en situation de handicap, cet âge est avancé à 65 ans. Donc, à partir de 65 ans, même si vous n'avez pas tous vos trimestres, eh bien, votre retraite sera calculée au taux maximum. Il faut toutefois avoir au moins un trimestre supplémentaire, un de ces fameux trimestres dont on parlait tout à l'heure, ou effectivement l'équivalent, c'est-à-dire avoir apporté une aide effective d'au moins 30 mois à votre enfant qui bénéficie du coup d'une prestation qu'on appelle la PCH. C'est à peu près la même situation, mais sinon les époques, les reconnaissances étaient un petit peu différentes. Par ailleurs, et on voit parce que ces 2 dispositifs, finalement 8 trimestres en plus, c'est pas mal, mais 8 trimestres, c'est 2 ans. Donc, effectivement, malheureusement, quand on a un enfant en situation de handicap, on est amené à s'arrêter plus longtemps. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à rentrer dans le dispositif de l'allocation vieillesse du parent au foyer. Donc, c'est une allocation qui effectivement est attribuée par la CAF, qui vous affilie gratuitement et qui va en fait verser des cotisations pour vous et vous permettre de valider des trimestres. Il faut répondre à un certain nombre de critères, notamment des aides que vous devez toucher, mais ce qui est le cas quasiment toujours des parents d'enfants en situation de handicap. Il faut par ailleurs ne pas exercer d'activité professionnelle ou vraiment une activité à temps vraiment réduit. Et puis également répondre à un certain nombre de conditions de plafond de ressources. Et sinon, il y a l'AVA, l'assurance vieillesse des aidants, qui a été créée par la dernière réforme des retraites. Donc ça, c'est vraiment un progrès et qui va permettre, si vous n'êtes pas éligible à la VPF ou si vous souhaitez tout simplement, de rentrer dans ce dispositif qui vous permet également
de valider des trimestres sous certaines conditions, évidemment. Vous voyez ici, par exemple, il faut toujours que le taux d'incapacité de l'enfant soit de 80% ou que vous touchiez un certain nombre d'aides. Très bien, merci, c'est très clair. Y a-t-il des précisions à apporter effectivement dans le cas de figure, voilà, d'un proche, handicapé, adulte? Voilà. Alors là, effectivement, on est dans l'adulte. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bah, vous avez un proche, alors qu'il soit de votre famille ou que ce soit vraiment quelqu'un de très proche avec lequel, effectivement, vous avez une relation régulière. Et donc, ça peut être, par exemple, un beau-parent qui, voilà, c'est pas votre père ou votre mère, Mmh. mais il vous a élevé, etc. On peut considérer qu'il y a une relation suffisamment proche. Donc, ça peut être aussi des D'accord. personnes comme ça. Mmh. Ça peut être éventuellement même un ami de qui vous seriez très proche. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne demande plus qu'il y ait une vie commune ou que ce D'accord. soit C'est pas un critère obligatoire. voilà, ou un membre de la famille stricto sensu. Mmh. Bon, même si dans la plupart des cas, ça va être le cas. Donc, ça, quel que soit son âge, hein, vous pouvez également avoir le droit à cette AVA, l'assurance vieillesse des aidants qu'on vient de voir, qui fonctionne aussi pour les enfants en situation de handicap, quand on est parent d'enfants en situation de handicap. Et donc, ça va permettre de faire valider des trimestres, soit parce qu'on n'a pas d'activité professionnelle pour aider justement cette personne, ou qu'on a réduit son activité professionnelle pour aider la personne. Il faut évidemment que l'aide soit régulière et fréquente, hein. Si vous allez visiter la personne une fois par semaine, ça ne sera pas suffisant pour répondre à ces critères. Il faut évidemment que la personne que vous allez aider eh bien, corresponde aux critères, c'est-à-dire qu'elle ait un taux d'incapacité d'au moins 80%, parce que c'est dans ce cas-là qu'on a besoin de l'intervention d'un tiers. Il existe également un dispositif qui permet d'avoir des majorations de trimestres quand la personne que vous aidez est titulaire de l'APA. C'est l'allocation personnalisée d'autonomie. Donc là, ça touche plutôt nos aînés. Mmh. Donc la personne doit avoir au moins 60 ans et être donc en forte dépendance. Dans ce cas-là, elle peut bénéficier de l'APA. Et si vous aidez une personne qui est bénéficiaire de l'APA, à ce moment-là, un très grand nombre de départements vont cotiser pour vous pour que ça vous permette de valider des trimestres. Alors après, les conditions vont dépendre de chaque département. Donc il va Ah. falloir Mmh. regarder dans votre département pour voir effectivement quelles sont les conditions à remplir. Merci, merci beaucoup Joël. Alors de plus en plus de personnes, prennent, un congé proche aidant, hein. C'est de plus en plus, fréquent et si j'ai bien noté, vous ne l'avez pas mentionné. Donc C'est vrai. est-ce parce qu'il n'y a aucun impact sur la retraite, pardon, ou sinon corrigez-moi? Effectivement, on entend de plus en plus parler du congé proche aidant. La particularité, c'est que ça nous permet de prendre un congé, mais en préservant son contrat de travail, hein. Donc, on va demander un congé à son employeur, mais à la fin de ce congé, on va reprendre son poste, on va continuer à travailler comme on le faisait auparavant. Donc, ça nous permet de nous absenter jusqu'à 3 mois et c'est renouvelable. Et c'est dans une durée maximum d'1 an sur l'ensemble de la carrière, Mmh. hein. Par contre, il peut être pris de manière fractionnée, hein, on n'est pas obligé de prendre tout à l'affilée, hein, et à temps partiel. Donc, ça peut être effectivement une diminution de votre temps de travail pour être présent auprès d'un proche. Comme je vous disais, hein, ce proche, ça peut être un membre de la famille, hein, donc ça peut être un parent, ça peut être un enfant, ça peut être un partenaire de PACS, un concubin, etc. Ça peut être aussi une personne âgée ou en situation de handicap avec lesquels on a des liens étroits. Et cette personne doit présenter un handicap au moins 80% ou une perte d'autonomie qui a été reconnue. Alors, vous savez, c'est pareil que pour l'APA, hein. Effectivement, on va correspondre à un certain niveau de perte d'autonomie et il va y avoir une reconnaissance. C'est pour ça qu'on rentre dans l'APA. Ce congé proche aidant, eh bien, il va vous donner le droit à une indemnisation. Donc, qui va vous être versée par la CAF ou la MSA.
En 2025, le montant, il est de 62,44 € par jour et forcément, si c'est du mi-temps, bah, ça sera du 31,22 € par jour. Attention, on ne vous indemnisera au maximum sur l'ensemble de votre carrière que 66 jours. Donc, vous voyez, si vous prenez un an, ça ne correspond pas tout à fait à ça. Ça correspond plutôt à la durée de 3 mois. Bon, après, ce sera une sorte de congé sans solde. En général, durant cette période, comme vous vous arrêtez à temps partiel ou que quelques mois, bah, vous allez quand même continuer à cotiser pour votre retraite sur les périodes de présence et sur le temps partiel que vous effectuez. Et en général, vous validez largement vos 4 trimestres par an. Donc, en fait, ça n'a pas véritablement d'impact. Mais si toutefois, par exemple, vous preniez au maximum, c'est-à-dire sur un an, par exemple, tout à la suite, là, bah, pendant un an, vous n'auriez aucun revenu, donc vous ne valideriez pas de points de retraite complémentaires ni de trimestre. Dans ce cas-là, bah, retour à l'AVA, dont on parlait tout à l'heure, l'assurance vieillesse des aidants. Donc, si c'est votre cas, bah, inscrivez-vous à l'AVA et auquel cas, bah, vous allez pouvoir à ce moment-là au moins valider des trimestres. C'est bien noté. Alors, j'ai une deuxième question bonus. Joël, vous avez fait souvent référence à un taux d'incapacité de 80%. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre ce que ça recouvre exactement? C'est vrai que tous ces pourcentages ne sont pas faciles à comprendre. Loin de là. Et pour les aidants, effectivement, il faut quasiment toujours que la personne aidée soit sur un taux d'incapacité au moins de 80% et une incapacité permanente. En fait, ça correspond vraiment à des troubles très sévères de l'autonomie. En fait, il faut que la personne que l'on aide, elle ait des difficultés à réaliser des tâches du quotidien, se laver, manger, se déplacer, et en fait qu'elle ait besoin d'une assistance pour réaliser ces tâches fondamentales de la vie courante. Si c'est le cas, les 80% sont atteints. Très bien. Merci pour toutes ces informations. C'est très riche en termes de contenu. J'ai peur que… Mais indispensable, parce qu'il faut bien exposer justement les différents cas et toutes les questions que les invités de ce webinaire peuvent se poser. Alors, comme vous le voyez, ces dispositifs sont très nombreux, très complexes, je n'y reviens pas. L'essentiel est bien évidemment de les connaître pour pouvoir en tirer le meilleur parti et préparer sa retraite de la meilleure façon possible. Alors, Groupama vous accompagne dans toutes les dimensions de votre parcours retraite. Cela inclut bien évidemment les situations spécifiques telles que le handicap et les aidants. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, à découvrir notre dossier dédié qui s'appelle donc Handicap, aidant familial et retraite. Donc, on est en plein dans le sujet, disponible sur notre site Ma Nouvelle Vie. Donc, vous le voyez à l'écran, nous allons en parallèle vous envoyer le lien dans le fil de conversation de ce webinaire. Ce dossier donc, vous proposera une information qui se veut en tous les cas la plus claire possible et la plus pédagogique et accessible pour justement vous aider à mieux comprendre vos droits, toutes les démarches également qui sont à entreprendre et l'ensemble des dispositifs existants. L'objectif, c'est vraiment d'être le mieux informé possible pour anticiper et vous permettre de prendre les meilleures décisions possibles dans le cadre de la préparation de votre retraite. Alors, pour aller plus loin, sachez également que sur ce même site, Ma Nouvelle Vie, vous pouvez aussi bénéficier de simulateurs qui sont très simples d'utilisation et qui sont parfaitement gratuits pour répondre à des questions très basiques, qui sont quand partir à la retraite, quel montant de pension de retraite je percevrai et enfin comment optimiser votre épargne pour justement préparer du mieux possible votre retraite. Donc tous ces outils sont disponibles dans la rubrique Nos simulateurs du site Ma Nouvelle Vie. Et bien évidemment, vous pouvez à tout moment prendre rendez-vous avec votre conseiller Groupama pour parler retraite et avoir un conseil, bénéficier d'un conseil le plus personnalisé possible.
Alors, je vous propose maintenant de passer à la séance questions-réponses et les questions sont très nombreuses, Joël, et très intéressantes. Ah, Eh bien, écoute, je me lance sur la première, on y va. question. On y va. Il est stipulé, alors je pense que ça fait référence au début du webinaire, sauf cas de force majeure. Alors, pouvez-vous définir quels sont justement ces cas de force majeure? Alors, il me manque un petit peu de précision pour répondre à cette question parce que ça dépend de quel type de situation, quel type de situation ça va concerner. D'accord. Donc, Des exclusions dans les dispositifs liés au cas de force majeure. alors, je pense que peut-être si cette personne peut préciser sa question, ça sera plus facile. Et je m'engage à y revenir Exactement. avant la fin du webinaire. Alors, deuxième question, quel impact sur la retraite lors d'une ALD? Alors, effectivement, c'est une longue maladie, hein, si je comprends bien la question. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes en maladie, vous allez toucher des indemnités journalières et c'est pas forcément une situation d'incapacité de travail. En tout cas, cette incapacité, elle est temporaire et réversible, hein, il faut le souhaiter, et même si c'est une longue maladie. Et donc, vous allez si vous êtes en arrêt maladie, vous allez toucher des indemnités journalières qui vont générer des droits à la retraite. Et ensuite, quand vous revenez au travail, eh bien, vous allez continuer à générer des droits. Si cette ALD ne génère pas en tant que telle une incapacité de tel ordre, si elle est d'origine professionnelle ou pas, on va retomber dans les situations qu'on a vues. Mais l'ALD en tant que telle, si vous voulez, n'est pas un statut qui va donner le droit à des choses particulières en termes de retraite. Très bien. Alors, autre question, alors qui est un cas personnel, mais qui peut intéresser, je pense, tout le monde. J'ai une RQTH depuis toujours, handicap de naissance. J'ai vu que je pourrais demander ma retraite à 55 ans. Est-ce à taux plein? Y a-t-il une demande spécifique à faire en amont? Alors, RQTH, on l'a dit, depuis toujours très bien. Encore faut-il connaître le niveau de l'incapacité que ça génère. C'est vrai que jusqu'en 2015, en fait, la reconnaissance de travailleurs handicapés suffisait en tant que telle. On ne rattachait pas à un taux. Et vous avez dû entendre tout à l'heure qu'à partir du 1er janvier 2016, il faut que ce taux soit d'au moins 50%. Donc là, je ne sais pas effectivement pour cette personne ce qu'il en est. Mais si effectivement, vous avez au moins le minimum de trimestres cotisés qu'il faut en fonction de votre année de naissance, eh bien, vous allez pouvoir partir plus tôt. Mais il va falloir vous référer au petit tableau que vous avez vu rapidement, qu'on vous a montré, que vous pouvez trouver très facilement sur les sites internet officiels. Et de là, en fonction effectivement de votre année de naissance et du nombre de trimestres que vous avez cotisé en étant travailleur handicapé, vous pouvez prétendre un départ anticipé. Très bien. Autre question, je croyais qu'à partir d'un certain âge, on ne touchait plus l'AAH. Est-ce que c'est toujours le cas? Il y a une limite d'âge pour l'AAH. Alors, l'AAH, contrairement à ce qu'on a nommé tout à l'heure, la rente pour incapacité permanente, la rente pour incapacité permanente, elle est viagère. C'est-à-dire qu'effectivement, vous l'avez toute votre vie. L'AAH, elle n'est pas viagère. Donc, effectivement, quand vous vous retrouvez à la retraite, elle n'est pas cumulable. D'accord. C'est très clair. Alors, je prends la suite des questions. Si en invalidité catégorie 2 avec pension d'invalidité, car licencié pour inaptitude, comment se passe le calcul de la retraite? Alors là, vous voyez qu'effectivement, on arrive sur ces situations où on est à cheval. C'est-à-dire qu'à la fois, on est dans une situation d'invalidité qui a même donné effectivement le droit à une rente d'invalidité catégorie 2. Ça veut dire qu'effectivement, on ne peut plus poursuivre d'activité professionnelle. Et donc, du coup, effectivement, votre employeur n'a pas pu trouver un aménagement de poste,
n'a pas pu trouver un reclassement et vous avez été au chômage. Mmh. Donc à ce moment-là, vous allez avoir les droits au chômage. Alors je ne connais pas l'âge auquel vous êtes retrouvé dans cette situation-là, hein. Si effectivement c'était plutôt après 55 ans, peut-être que vous avez bénéficié d'un prolongement de droit sur le chômage. Et à ce moment-là, effectivement, vous allez pouvoir prétendre ensuite à un départ anticipé. Inaptitude, invalidité, c'est pareil pour les deux. C'est 2 ans avant l'âge légal. Donc, voilà. Mmh. Donc, votre rente d'invalidité, soit elle se transforme automatiquement en pension de retraite. Mmh. Et si vous ne voulez pas, vous pouvez vous y opposer. Alors, je passe à la question suivante. Donc là, ça fait référence au sujet des aidants, hein, Mmh. et notamment donc des parents avec enfants en situation de handicap ou dépendance. Vous avez parlé de la maman, vous avez dû citer la maman pour 2 années supplémentaires et pour le papa aidant aussi. Alors, les trimestres enfants, Mmh. eux, sont attribués par défaut à la maman. D'accord. D'accord? Donc c'est ça que je parlais plutôt de la Mmh. maman, sachant qu'on acquiert 4 trimestres au titre de la maternité ou de l'adoption et 4 trimestres au titre de l'éducation. D'ailleurs, les 4 trimestres au titre de l'éducation peuvent maintenant être partagés entre les 2 parents, le père pouvant bénéficier au maximum de 2 trimestres sur ces 4. Ça, c'est les trimestres enfants. Et après, je vous ai parlé de trimestres supplémentaires Mmh. qu'on allait avoir pour si on a un enfant en situation de handicap avec un handicap Mmh. qui entraîne une incapacité de plus de 80 %. Ces trimestres-là, on peut en bénéficier en tant que père et en tant que mère. Mmh. Donc, ils sont attribués aux 2 parents. D'accord. Pareil pour le recul pour l'avancement de l'âge légal, de l'âge du taux plein automatique. Je vous ai dit qu'on pouvait prétendre à un âge de taux plein automatique à 65 ans plutôt que 67 quand on est parent d'enfants en situation de handicap lourd. Et c'est valable pour les 2 parents. Donc, très bonne précision, ces mesures-là sont valables pour les 2 parents. C'est une bonne nouvelle. Et je pourrais même vous dire qu'elles sont valables pour même s'il n'y a pas un lien de sang avec l'enfant, enfin, ça pourrait être un grand-parent ou une tante si elle opère et si c'est elle qui s'occupe de l'enfant. D'accord, OK. Donc c'est une précision effectivement très, très importante. Mmh. Alors je passe à la question suivante. Comment et à qui indiquer qu'on est enfant adulte aidant, donc j'imagine adulte aidant d'un enfant, pour avoir l'AVA? Alors, l'AVA, ça se fait au niveau de la caisse, d'assurance familiale, d'allocation familiale, pardon, donc la CAF. Donc, voilà, vous effectivement, vous allez voir la CAF et ils vous expliqueront, comment faire. Donc la CAF. Question suivante. Un salarié qui est en RQTH depuis 2009 sans être en invalidité, bénéficie-t-il d'un avantage par rapport à la retraite? Il a 59 ans, en l'occurrence 147 Alors, trimestres. je sais que c'est extrêmement frustrant, Ouais. mais effectivement, la reconnaissance de Mmh. travailleurs handicapés n'est pas suffisante Mmh. pour bénéficier d'avantages pour la retraite. Mmh. Il faut un niveau d'incapacité d'au moins 50 Mmh. %. Mmh. Donc, si effectivement vous êtes en dessous de ce taux Mmh. d'incapacité, il n'y a pas de Mmh. spécificité, à moins qu'ensuite vous puissiez rentrer dans une des autres catégories. On a vu qu'il y avait l'invalidité, qu'il y avait l'inaptitude. Donc, si à un moment donné de votre carrière, vous tombez sur une de ces situations, vous pourrez à ce moment-là bénéficier d'un départ anticipé, peut-être pour invalidité ou inaptitude. Mmh. Oui, donc cette question permet de clarifier ce point, effectivement, qu'on peut ne pas avoir en Et tête, oui, hein, oui. le Avant RQTH. 2015, Voilà, ça suffisait, mais depuis pas 2015, non. 2016, Mmh. non. Mmh. Autre question, Joël, le départ anticipé à 60 ans est-il à taux plein? Alors, Mmh. je vais prendre un petit peu de temps pour vous expliquer cet élément-là parce qu'il est très Mmh. important. J'en ai fait l'économie, mais je pense qu'effectivement, c'est important pour bien comprendre les détails. Quand vous partez en départ anticipé, quelle que soit la cause, que ce soit handicap, invalidité, incapacité permanente, inaptitude ou même carrière longue, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais Mmh. voilà,
votre retraite sera calculée à taux plein. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que ce sera la même retraite que si vous aviez travaillé jusqu'au bout. Et là, je vais prendre un peu de temps pour expliquer. En fait, pour les salariés et pour beaucoup des statuts, la formule de calcul de la retraite de base, elle est le salaire de référence. Donc, pour les salariés, c'est les 25 meilleures années. J'ai souvent parlé de ce salaire de référence pour dire il rentre pas dans l'indemnité, prend en compte ou pas dans le salaire de référence. Donc, on a le salaire de référence, 25 meilleures années. Ensuite, on a le taux. Donc, on va multiplier le salaire de référence par le taux. Quand il est plein, ce taux, il est de 50% pour les salariés. D'accord ? Donc, départ anticipé, ce taux, il sera toujours de 50%, même s'il vous manque des trimestres. D'accord ? Parce que très souvent, quand on part plus tôt, on n'a pas tous ces trimestres. Donc, mais tant pis, c'est un avantage qui est octroyé, il sera quand même de 50%. Par contre, ensuite, on va multiplier par ce qu'on appelle la fraction de durée d'assurance, c'est-à-dire qu'on va avoir le nombre de trimestres validés sur le nombre de trimestres requis. Et ça, quand on part en départ anticipé et qu'on n'a pas tous ces trimestres, eh bien, ça va faire un petit coefficient de minoration. D'accord. D'accord ? Ça, c'est le premier élément de ce pourquoi, quand on est en départ anticipé, on n'a pas la même retraite que si on avait travaillé jusqu'au bout. Le deuxième élément qu'on oublie souvent, c'est que si vous partez 2 ans avant l'âge légal, bah, vous allez valider 2 ans de moins de points de retraite complémentaire. Parce que la retraite complémentaire, c'est je cotise, je valide des points et ces points sont transformés en pension. Mais si je m'arrête à 60 ou à 62 ans, évidemment, je vais en valider moins que si je m'arrêtais à 63 ou à 64 ou à 65. Donc oui, en départ anticipé, on a une retraite à taux plein parce que le taux sera maximum. Par contre, on subit une minoration du fait de la fraction de durée d'assurance. Et donc, plus il nous manquera de trimestres, plus cette minoration sera importante. Et on subit aussi une minoration parce qu'on va valider moins de points de retraite complémentaire. Là encore, on ne peut dire qu'une chose, faites des projections précises. Exactement. On en revient à la nécessité de simuler, de faire des projections très précises par rapport à votre situation personnelle. Alors, une question très simple mais très, très importante. Comment demander le statut de proche aidant ? Voilà, comment se fait-on reconnaître proche aidant ? Alors, ça va dépendre dans quel dispositif on va rentrer en fait. Si effectivement c'est dans le cadre de l'AVA, vous avez des formulaires en ligne et donc c'est très simple. Si c'est dans le cadre de l'APA, comme on a dit, là, département, votre interlocuteur, ça va être le département. Et le congé proche aidant, on a vu, ça se voit avec l'employeur. Et puisqu'il faut suspendre son activité professionnelle et maintenir son contrat de travail. Et ensuite, on va être indemnisé par la CAF. D'accord. Merci Joëlle. Alors, autre question. Lorsque l'on est en invalidité, à 60 ans sans activité, peut-on refuser le départ anticipé à taux plein ? Si oui, continue-t-on à percevoir également la pension d'invalidité complémentaire et sera-t-on à taux plein pour la retraite à 62 ans ? Alors, question intéressante parce que, évidemment, on a fait des choix dans ce qu'on disait dans ce webinaire et dans ce qu'on ne disait pas parce que la situation est déjà suffisamment compliquée. On l'a vu. Mais quand on est dans le cas d'une invalidité et qu'effectivement on est dans l'incapacité de travailler, alors on peut se retrouver parfois au chômage, parfois pas au chômage. Mais en tout cas, quand on ne peut pas travailler, on ne va pas pouvoir refuser le passage à la retraite. Je vous disais tout à l'heure, si vous pouvez travailler, vous pouvez dire non, moi, je n'ai pas envie que ma pension d'invalidité soit transformée en pension de retraite, je veux continuer à travailler. Et ça veut dire que je suis en capacité de travailler. Si je ne suis pas en capacité de travailler, effectivement, là, je ne vais pas tellement pouvoir refuser le fait que ça passe
à la pension de retraite. Mmh. Et comme je vous disais, en fait, c'est la pension d'invalidité qui est remplacée par la pension de retraite. Donc, à aucun moment, vous n'aurez les deux. D'accord. Alors, qui décide du taux d'incapacité d'une personne? Est-ce le médecin traitant? Est-ce le gériatre? Point d'interrogation. Mmh. Alors, souvent, ça peut commencer par une démarche qu'on fait au niveau de son médecin traitant ou du médecin du travail selon les situations, ou effectivement, voilà, de tout médecin qui effectivement va suivre la situation de la personne. Mais il va falloir qu'ensuite cette situation, elle soit contrôlée, soit par le médecin du conseil de la sécurité sociale, hein. Vous savez, hein, vous êtes parfois convoqué par ce médecin conseil qui va prendre tout le dossier médical qui a été constitué parfois sur plusieurs mois, voire plusieurs années, et qui va effectivement allouer un taux d'incapacité en fonction de ces éléments. Parfois, ce taux, on va ensuite être contrôlé par le médecin conseil de la caisse de retraite. Ah oui, d'accord. Donc, parfois ce sera automatique, parfois ce sera contrôlé. Donc voilà. Mais en fait, vous allez malheureusement devoir voir plusieurs médecins, Mmh. mais c'est pas votre médecin traitant qui va dire vous Oui. êtes en tel taux d'incapacité. Mmh. C'est la sécurité sociale qui détermine ça. Très clair. Alors, je touche une pension d'invalidité, plus du chômage, plus aidant familial, CESU. Est-ce que je pourrais continuer à être aidant familial lors du départ en retraite? Alors, vous pouvez toujours être aidant familial, hein. Mmh. Là, pour le coup, vous êtes déjà à la retraite, donc la question de l'impact sur les droits à la retraite, bah, de facto, il y en a pas, hein. Mais vous pouvez toujours être aidant familial, ça, après parfois effectivement, certains départements prévoient, des aides, hein, quand il y a, l'APA, donc oui, mais voilà, c'est du coup pour la retraite, vous êtes déjà à la retraite, donc pas Je suis d'impact. pas sûre que ce soit le cas, hein, pas forcément à la retraite, mais c'est vraiment la question de la capacité à poursuivre, à continuer, voilà, à être, aidant effectivement, lors du départ à la retraite, hein. C'est plutôt ça. Mais donc là, Ah oui, 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 bien sûr, sans sans aucun sans problème. difficulté. Alors, je passe, à la question suivante. Peut-on on a de nombreuses questions, hein, Joël. Peut-on, après une inaptitude, une ALD, invalidité catégorie 2, faire, reconnaître une maladie professionnelle? Si oui, cela change-t-il quelque chose pour la retraite? Alors, oui, ça peut changer quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on a dit tout à l'heure, la rente pour incapacité permanente, elle est viagère. Oui. Donc elle peut se cumuler avec la pension de retraite. Donc Mmh. c'est en soi pas inintéressant. Mmh. Heu Ensuite, oui, ça peut aussi être intéressant en fonction du niveau de l'incapacité professionnelle, on a vu qu'il était parfois possible, si cette incapacité était de 20 ou plus, de partir dès 60 ans. Mmh. Donc 60 ans, c'est avant 62, qui sont les dates de départ, anticipées pour l'invalidité ou l'inaptitude. Mais après, il faut remplir les conditions de l'incapacité professionnelle, hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement, il y a eu un accident du travail, il y a eu une maladie. Alors c'est vrai que parfois, on s'aperçoit que la maladie dont on souffre, elle a une origine professionnelle quelque temps après en fait, hein. Au départ, on ne fait pas forcément le lien. Mais voilà, ça va dépendre du taux, donc il faut se référer, aux petites conditions, qu'on a notées, tout à l'heure. Merci, beaucoup. Autre question, je poursuis. Si l'incapacité ou l'invalidité est due à une ALD, donc ni maladie professionnelle ni accident, et reprise du travail à temps partiel, comment sera calculée la retraite? Car l'indemnité invalidité s'arrête lors du départ à la retraite. Oui. Alors, donc là, effectivement, on est quand même dans le cas, effectivement, d'une maladie, qui a provoqué, une incapacité, de travail, mais pas une impossibilité, à travailler. Donc cette personne perçoit, si je comprends bien, une indemnité, d'invalidité. Cette indemnité d'invalidité, eh bien, elle va lui permettre de valider, un trimestre, on a vu tous les 90 jours, mais a priori, elle travaille, donc elle valide aussi
ses trimestres directement par son activité, donc c'est pas forcément cette mesure qui est intéressante. Ce qui va être surtout intéressant, c'est que ça va lui permettre de partir plus tôt à la retraite. Dans ce cas-là, il va falloir effectivement que, au moment où elle souhaite partir, eh bien, la pension d'invalidité va être remplacée par la pension de retraite, comme on disait tout à l'heure. Il n'y aura pas les deux au même temps. Mais comme elle travaille, elle peut aussi tout à fait dire moi, ça ne m'intéresse pas de prendre ma retraite tout de suite, je préfère travailler plus longtemps. Puisqu'on a vu avec nos histoires de formules que plus on travaillait, plus on validait de points de retraite complémentaires, plus on validait de trimestres, et que ça pouvait parfois être intéressant pour le montant de la pension. Très bien. Alors, comment savoir si invalidité permanente ou temporaire et savoir quel est le taux d'incapacité? Alors, permanente ou temporaire, c'est permanente, ça veut dire que dans l'état actuel des connaissances scientifiques et médicales, votre situation ne peut pas s'améliorer. Je prends un exemple concret, vous avez perdu la vue. Il n'y a pas d'espoir qu'une opération vous fasse retrouver la vue. Cette incapacité va être permanente. D'accord ? Par contre, suite à un cancer, vous avez perdu éventuellement la mobilité d'un membre, mais peut-être que vous allez récupérer. Eh bien, à ce moment-là, elle sera temporaire. D'accord ? Donc ça, on fait la différence entre les deux. Ensuite, le taux, on a vu, ça va vraiment être mesuré par le médecin de la sécurité sociale. D'accord, très bien. Alors, autre question, pour partir à 60 ans, le taux IPP supérieur à 20% est-il suffisant ou faut-il un taux IPP supérieur à 50%? Non, on a dit tout à l'heure, effectivement, incapacité permanente, 20% ou plus. Par contre, il faut effectivement, si c'est suite à un accident du travail, il y a cette histoire d'identité de lésion. Donc, il faut que ça rentre dans les critères qui sont prévus par arrêté. C'est très clair. Alors, les questions sont extrêmement nombreuses et malheureusement, nous arrivons bientôt à la fin de ce webinaire. Donc, il y a eu quelques questions auxquelles je vais me permettre de répondre. Notamment, une question relative à la manière de s'informer et de se rapprocher d'un conseiller Groupama pour bénéficier d'une simulation précise. Alors, il y a eu aussi beaucoup de questions autour de la retraite sans lien évident ou direct avec le thème du handicap et également beaucoup de questions réclamant le replay de ce webinaire. Donc, je vais commencer par celle-là, la plus simple. Donc, la bonne nouvelle, c'est que oui, bien évidemment, nous mettrons à disposition un replay de ce webinaire parce que le contenu était extrêmement riche. Donc, vous recevrez, pour toutes les personnes inscrites, vous recevrez par mail le replay de ce webinaire et par ailleurs, nous le mettrons également à disposition sur notre site Ma Nouvelle Vie. Concernant toutes les questions relatives au sujet de la retraite de manière générale. Donc, vous disposez effectivement de pas mal d'informations sur le site Ma Nouvelle Vie. Restez également connectés puisque nous organiserons au mois de novembre un grand événement, le Forum digital de la retraite, au cours duquel vous pourrez trouver également beaucoup d'informations, la possibilité de faire des simulations, la possibilité de participer à des webconférences, la possibilité de poser aussi tout un tas de questions sur un chat. Donc, tout ça arrive au mois de novembre et n'hésitez pas à vous y rendre. Il y aura aussi des parcours personnalisés et on reviendra justement sur le sujet du handicap. Pour vous rapprocher de votre conseiller Groupama, puisque c'était une question, effectivement, on l'a vu, la retraite, c'est très important de l'anticiper, de la préparer, mais vous avez aussi besoin d'un conseil personnalisé. Donc, n'hésitez pas, bien évidemment, à vous rapprocher de votre conseiller. Alors, en passant par votre agence locale, vous avez aussi possibilité, depuis le Forum digital de la retraite ou depuis Ma Nouvelle Vie, à faire une demande de rendez-vous.
Je m'excuse pour les questions auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre, mais c'est un sujet d'intérêt. Et donc, nous avons fait en tous les cas, on va dire, notre mieux, notre possible pour vous présenter ces différents dispositifs, vous donner les bonnes clés d'information et de décision. Un grand merci à nouveau, Joël, parce que le sujet n'était pas simple, mais vous avez réussi à répondre à toutes les questions de manière très claire, très précise et très pédagogique. Donc, un grand merci à vous. Merci Valérie et merci à tous. Effectivement, j'ai essayé d'être la plus claire possible. J'ai bien conscience que le sujet est complexe. Donc, c'est vrai que le plus simple, c'est vraiment de faire des projections personnelles précises. Et c'est là vraiment où vous allez avoir des éléments, les réponses vraiment à toutes vos questions. Mais bon, on espère quand même vous avoir apporté un éclairage et une bonne sensibilisation au sujet. Exactement. Donc, vous recevrez le replay. N'hésitez pas aussi à en faire bénéficier des personnes de votre entourage qui seraient concernées. Un grand merci à toutes et à tous et je vous souhaite une très bonne journée. Très bonne journée à tous.